Astéroïdes et comètes se déplacent à une allure vertigineuse autour des planètes et de notre Soleil. Parfois, leur orbite croise celle d'une planète ou de la Terre, provoquant une collision. L'énergie dégagée par l'impact est terrifiante. Astéroïdes et comètes pilonnent la surface de notre planète depuis la naissance du système solaire. Bien qu'ils paraissent destructeurs, on leur doit peut-être l'apparition de la vie sur Terre. Il se peut aussi qu'ils aient joué un rôle déterminant dans l'évolution des espèces. Afin de mieux comprendre ces objets énigmatiques, les scientifiques envoient une armada de sondes spatiales pour les intercepter, voire s'y poser. De tous les dangers qui menacent notre système solaire, les astéroïdes et les comètes sont les plus à craindre. Parviendrons-nous à les apprivoiser avant qu'ils ne nous détruisent ? Certains astronomes se sont donné pour mission de traquer les astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire en orbite à proximité de la Terre. Ce soir, ce chasseur d'astéroïdes se concentre sur une nouvelle cible. Tout ce qui concerne l'espace est passionnant, mais les astéroïdes sont les mondes les plus proches de nous, nos voisins directs. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont liés à notre destin. Steve Ostrow est l'un des plus grands astronomes travaillant sur radar. Il est venu à Arecibo, à Porto Rico, pour utiliser le radiotélescope le plus puissant du monde. Sa parabole de plus de 300 mètres de diamètre, construite dans une cavité naturelle, est 3 fois plus grande que toutes les autres paraboles existantes. La plateforme mobile, suspendue au-dessus de la parabole, sert à la fois d'émetteur et de récepteur. L'antenne d'Arecibo, utilisée comme un radar géant, permet de détecter des objets à des millions de kilomètres. Cette antenne nous en apprend plus sur les astéroïdes qu'aucun autre instrument sur Terre. Ce soir, nous allons examiner un astéroïde qui se trouve à plus de 5 millions de kilomètres de nous. Pourtant, nous allons pouvoir mesurer sa distance à 10 mètres près. L'antenne géante va envoyer des signaux radars de millions de watts vers un point minuscule de l'espace. Une minute 30 plus tard, l'astéroïde renverra un faible écho. Le premier contact sera établi. Les images radar d'Ostrow ressemblent à des échographies. Elles sont fantomatiques, mais étonnamment détaillées. Voici Géographos, un astéroïde de 2 km de long, composé essentiellement de roches. Certains astéroïdes sont presque entièrement métalliques. Ostrow a étudié des astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire proches de la Terre, de 30 mètres à 20 km de diamètre. Le radar fournit des informations précises sur la taille et la vitesse de ces objets. On sait qu'il en existe des millions. Tous ces astéroïdes géocroiseurs peuvent se trouver sur le chemin de l'orbite terrestre. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on ne soupçonnait même pas leur existence. Le tout premier astéroïde a été identifié à Palerme, en Sicile, il y a 200 ans.
David Hughes, un astronome britannique, vient célébrer l'anniversaire de cette découverte. Sa destination, l'ancien observatoire sur le toit du Palais Royal. C'est un lieu historique pour l'étude de notre système solaire. Au XVIIIe siècle, on considérait ce télescope, l'oculaire de Ramsden, comme un fleuron technologique. C'est un instrument d'une grande précision, qui était très avancé pour l'époque. Et il vaut le déplacement rien que pour sa beauté. Ce télescope a modifié à jamais la carte de notre système solaire. Autrefois, les astronomes soupçonnaient l'existence d'une planète manquante entre Mars et Jupiter. Or, le 1er janvier 1801, le père Giuseppe Piazzi, un astronome italien, découvre par hasard un nouveau corps céleste. Dans le but d'établir une carte du ciel, il vérifiait la position des étoiles dans la constellation du Taureau. Il pense avoir découvert une nouvelle étoile. La nuit suivante, elle s'est déplacée et le père Piazzi comprend qu'il doit s'agir d'autre chose. Au fil des mois, l'objet semble décrire une orbite à peu près circulaire. Piazzi annonce qu'il a trouvé la planète manquante. Il la surnomme Cérès, du nom de la déesse de la fertilité, protectrice de la Sicile. On s'attendait à la découverte de Cérès parce qu'on voyait qu'il y avait un vide dans le système solaire entre Jupiter et Mars. Mais Cérès n'était pas très visible, contrairement à une vraie planète. Après 1801, on a commencé à découvrir d'autres corps célestes entre Mars et Jupiter. Piazzi vient de découvrir un astéroïde de quelques 900 km de diamètre. C'est un débris issu de la formation de notre système solaire. Lorsque notre Soleil est né, il était entouré d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière. En s'agglomérant, les poussières ont formé les planètes rocheuses dites telluriques. Elles se sont concentrées au centre du système solaire. En revanche, entre Jupiter et Mars, les fragments rocheux n'ont pas suivi le même processus. Il y avait suffisamment de masse rocheuse pour former une planète tellurique 4 fois plus grosse que la Terre. Mais Jupiter a perturbé sa formation. Au lieu de s'accumuler pour grossir, les fragments sont entrés en collision. C'est ce qui subsiste encore entre Mars et Jupiter, une grande quantité de fragments qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Au-delà de l'orbite de Mars, à plus de 160 millions de kilomètres de la Terre, la ceinture d'astéroïdes contient des milliers de corps célestes gigantesques flottant parmi une multitude de rochers et de fragments plus petits. Il n'y a pas si longtemps, on ne s'imaginait pas que des objets venus de si loin approchaient la Terre. Jusqu'au début de la grande aventure spatiale. On pensait que les cratères de la Lune étaient les traces de volcans éteints. En fait, on a découvert que la surface lunaire avait été ravagée par plus de 300 000 impacts. La Lune et la Terre sont pratiquement à la même distance du Soleil. Si la Lune a été frappée par tant d'astéroïdes, c'est qu'il en a été de même pour la Terre. La ceinture d'astéroïdes est instable. L'effet gravitationnel de Jupiter est tellement considérable qu'il peut expulser des astéroïdes de la ceinture et les envoyer en orbite excentrique autour du Soleil, donc à proximité des planètes telluriques. Ce sont ces astéroïdes qui menacent la Terre.
Un astéroïde normal parcourt son orbite entre Mars et Jupiter, mais si Jupiter perturbe cette orbite, il peut dévier de sa course. Quand l'astéroïde se rapproche du Soleil, son orbite croise celle de la Terre et il y a un risque de collision avec notre planète. Les traces d'impact sont difficiles à trouver, car la surface terrestre a été érodée et remodelée au fil des millénaires. Néanmoins, un cratère spectaculaire parfaitement préservé, en plein désert de l'Arizona, a joué un rôle déterminant pour mieux comprendre ce que la Terre a subi dans le passé. On a pris le cratère Météore pour un volcan éteint jusque dans les années 50, date à laquelle on a reconnu officiellement qu'il s'agissait d'un astroblème, un cratère de météore. Le géologue Jay Melosh a reconstitué ce qui est arrivé il y a 50 000 ans, lorsqu'un petit astéroïde métallique de 40 mètres de long s'est écrasé ici. Le projectile a piqué à environ 20 km/s, ce qui est beaucoup plus rapide qu'une balle de revolver. Au lieu de pénétrer dans la roche qui a opposé une résistance, il a littéralement explosé et s'est évaporé. Avec l'énergie d'une bombe atomique de 20 mégatonnes, l'astéroïde a creusé un cratère de 2000 fois sa taille. Il s'est presque entièrement évaporé. Suite à l'explosion, une pluie de fer s'est abattue dans un rayon de 3 km autour du cratère. Seuls quelques morceaux de l'astéroïde, composés de fer et de nickel, ont été retrouvés. Cependant, comparé à d'autres, le cratère Météore n'est qu'une tête d'épingle. À ce jour, les géologues ont identifié plus de 150 astroblèmes majeurs à la surface du globe, ce qui ne représente qu'une toute petite quantité. On estime que la Terre a été frappée par plus de 3 millions d'astéroïdes et de comètes. Grâce au travail de détectives des spécialistes, plusieurs cratères cachés ont été mis au jour. Parmi eux, certains sont gigantesques. Les impacts dont ils résultent ont forcément eu des répercussions à l'échelle planétaire. Nous sommes à Sudbury, au Canada. La région est habitée depuis plus d'un siècle, car on y extrait du nickel présent juste sous la surface du sol. Dans les années 60, on se rend compte qu'il s'agit de l'un des plus grands astroblèmes du monde, de plus de 200 km de diamètre. Il ne subsiste que quelques traces des bords du cratère. Ce sont des formations rocheuses uniques. Le géologue David Kring est l'un des grands experts en matière de cratères de météores. Regardez ce superbe cône de percussion. Il faut que je le prenne en photo. L'onde de choc est arrivée d'ici. Elle a rencontré une imperfection, ce qui a entraîné cet effet de cisaillement en queue de cheval dans la roche. Si on l'examinait au microscope, on verrait que la surface a fondu. Ces cônes de percussion sont la preuve irréfutable que le site est bien un cratère de météorites. Ils ont été formés par les forces phénoménales d'une énorme collision. Ici, à Sudbury, un astéroïde de 10 ou 20 km de diamètre s'est écrasé à la surface de la Terre
et a altéré la croûte terrestre jusqu'au manteau. Lors de la collision, la roche s'est comportée comme un fluide, comme du dentifrice ou de l'eau. La violence de ce qui s'est abattu ici à Sudbury il y a près de 2 millions d'années est presque inconcevable. Un objet énorme de plus de 10 km de long allait entrer en collision avec la Terre. L'astéroïde passe devant la Lune à plus de 100 000 km/h. Ensuite, il ne lui faut que 3 heures pour atteindre la Terre. Et 3 secondes pour traverser l'atmosphère. Le projectile géant pénètre à plus de 10 km sous la surface terrestre. Des milliards de tonnes de roches sont pulvérisées et projetées dans l'atmosphère. Les ondes de choc secouent la planète entière, produisant des vents de plus de 1500 km/h. Des remparts de 1500 mètres de haut se forment autour du cratère. De la lave en fusion remonte à travers la croûte terrestre, aspirée par des ondes sismiques colossales, rebondissant sur le noyau de la planète. Des millions de tonnes de roches sont retombées du ciel, créant un plateau au fond du cratère. Un impact d'une telle ampleur pourrait se reproduire. Les conséquences seraient dévastatrices pour le genre humain. Les observatoires du monde entier sont en alerte, scrutant le ciel à la recherche d'objets susceptibles de faire de tels dégâts. Si l'on en croit le dernier recensement, il y aurait 1000 astéroïdes d'au moins 1 km de long à proximité de la Terre. Plus de 100 000 de la taille d'un terrain de foot. Et 100 millions de la taille d'une maison. Si l'on pouvait voir les astéroïdes capables de détruire une ville entière, leur nombre dépasserait celui des étoiles visibles. Si l'un de ces objets se dirige vers nous, comment pourrons-nous éviter une catastrophe ? Il n'existe apparemment aucun dispositif international pour défendre la Terre contre un projectile venu de l'espace. Quelques scientifiques isolés ont imaginé des moyens pour sauver la planète. Mettre un astéroïde hors d'état de nuire n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'envoyer une bombe atomique dessus. Le hic, c'est que cela aurait pour effet d'en faire une pluie de fragments radioactifs qui tomberaient quand même sur Terre. Une solution plus sûre consisterait à faire dévier l'astéroïde de son orbite à l'aide de fusées. Ou encore de les remorquer à l'aide de voiles propulsées par les radiations solaires.
Jay Meloche a une autre idée remarquable. Une autre approche consiste à concentrer les rayons du Soleil sur l'astéroïde et à en chauffer un point jusqu'à évaporation. Grâce à la réaction qui se produit lors de l'évaporation, l'astéroïde va lentement dévier de sa course et éviter la Terre. Un miroir convexe géant, positionné dans l'espace, pourrait concentrer les rayons du Soleil. Dans un avenir plus lointain, on pourrait envisager une solution encore plus ingénieuse. Imaginez que le rocher sur lequel je suis assis est un astéroïde. Une manière de le déplacer consiste à en arracher un fragment, le propulser dans une autre direction à grande vitesse, ce qui a pour effet de donner une impulsion à l'astéroïde et le fait légèrement dévier. En répétant l'opération, fragment par fragment, on pourrait changer la course du projectile. Changer l'orbite d'un astéroïde géant fonçant dans l'espace peut paraître impossible. Nous avons pourtant d'ores et déjà fait un pas dans ce sens. En 1996, nous avons commencé l'exploration des astéroïdes géocroiseurs avec le lancement d'une mission spéciale. Cinq ans plus tard, en février 2001, cette mission atteint son point d'orgue. C'est un jour sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune. Bob Farquhar est le cerveau de cette mission. Il serait beaucoup plus facile de faire atterrir des humains sur un astéroïde géocroiseur que sur la Lune. Les astéroïdes sont certes plus éloignés, mais il n'y a presque aucune gravité, ce qui faciliterait la descente. La NASA a demandé à Bob Farquhar de mettre au point une série de missions à petit budget en direction des comètes et des astéroïdes. Pour son grand rendez-vous avec un astéroïde, la sonde NEAR est propulsée grâce à une série d'orbites ingénieuses autour de la Terre. Sa cible, Eros, un astéroïde de 33 km de long. Ces images radar sont tout ce qu'ils connaissent de leur destination. En février 2000, la sonde NEAR se met enfin en orbite autour d'Eros. Pendant l'année qui suit, la sonde transmet plus d'1 million d'images haute résolution de l'astéroïde. L'objectif principal de la mission est largement atteint, mais Farquhar décide d'aller plus loin et de poser la sonde sur Eros. C'était une occasion sans précédent, il fallait la saisir. Notre mission était déjà un franc succès. Ça aurait été de la folie de ne pas tenter l'expérience. Farquhar veut faire une manœuvre pour laquelle la sonde NEAR n'a pas été conçue. Primo, elle n'avait pas de pied pour atterrir, ce qui posait problème. Secondo, elle n'avait presque plus de carburant. On ignorait si on en aurait assez pour freiner la descente. Même si la sonde s'écrase, l'équipe espère obtenir des images haute résolution pendant la descente. Pour prendre des photos de la surface, il fallait à la fois descendre avec l'appareil photo pointé vers le bas, tout en gardant l'antenne braquée vers la Terre et les panneaux vers le Soleil. À 18 h, le 12 février 2001, la sonde entame sa descente. En chemin, elle renvoie 69 images, les plus précises jamais réalisées d'un astéroïde.
20 heures, la sonde NIR se pose. L'équipe de Farquhar a réussi l'atterrissage robotisé le plus doux de l'histoire spatiale. Le succès de cette mission est rassurant. Il serait possible d'approcher un astéroïde et de le faire dévier de sa course en direction de la Terre. L'orbite d'Eros est stable, il ne pose donc aucun risque. Mais il y a des millions d'autres astéroïdes. Les objets tombant de l'espace sont une menace continuelle. On le constate au quotidien en observant des fragments d'astéroïdes appelés météorites qui entrent dans l'atmosphère et s'y consument. Ces fragments ont été filmés une nuit dans le ciel de Langley, aux États-Unis. Cette grosse météorite a survolé les montagnes rocheuses en 1972. Elle a traversé l'atmosphère avant de rebondir vers l'espace. Si elle s'était écrasée, elle aurait pu détruire une ville. La catastrophe de Tunguska en Sibérie, survenue en 1908, est la preuve que le danger est bien réel. Un objet de 70 mètres de diamètre a explosé à 8 km du sol, dévastant plus de 2500 km². On ignore encore à ce jour s'il s'agissait d'un astéroïde géocroiseur ou d'une comète. À la différence des astéroïdes, les comètes sont principalement constituées de glace et de poussière. Elles annoncent leur arrivée de manière spectaculaire, par une gigantesque traînée de vapeur. Plusieurs comètes ont traversé notre système solaire récemment, dont Hyakutake en 1996 et Hale-Bopp en 1997. Depuis toujours, les comètes inspirent crainte et superstition. Au XVIIe siècle, Edmond Halley a démontré que les comètes sont des objets qui gravitent autour du Soleil, décrivant de longues orbites elliptiques. Il a prédit à juste titre que la comète qui porte aujourd'hui son nom accomplissait son orbite solaire en 76 ans et passait à chaque fois en vue de la Terre. Elle est d'ailleurs brodée sur la tapisserie de Bayeux qui date de 1077. Lors de sa dernière visite en 1986, les agences spatiales du monde entier étaient au rendez-vous. La sonde européenne Giotto s'est approchée à moins de 700 km de son noyau, prenant ces photos saisissantes. L'Agence spatiale européenne n'a pas ignoré la comète. Elle a envoyé Giotto à sa rencontre. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de photographes. J'étais donc de ceux qui ont pris le premier cliché jamais effectué du noyau d'une comète. Les comètes sont un domaine qui n'a pas tellement été exploré. Ce sont des astres qui sont gelés depuis 450 millions d'années. À l'instar des astéroïdes, les comètes sont constituées de débris datant de la formation de notre système solaire. Des poussières gelées ont alors été expulsées par la gravité des planètes qui venaient de naître. Au-delà du système solaire, un énorme nuage de glace s'étend sur près de 9 trillions de kilomètres, soit un quart de la distance qui sépare ce nuage de l'étoile la plus proche. Surnommé le nuage de Oort, il enveloppe tout le système solaire.
Chaque fragment du nuage de Oort peut devenir une comète. On estime qu'il en existe 1 trillion mesurant plus d'1,5 km de diamètre. Ces objets dérivent si lentement qu'il leur faut 30 millions d'années pour décrire leur orbite solaire. Cependant, à mesure que notre système solaire se déplace dans l'espace, l'effet gravitationnel des étoiles voisines change. Cela perturbe l'équilibre du nuage de Oort et envoie des comètes vers l'intérieur, vers le Soleil et les planètes. La comète de Halley commence sa course il y a 2 millions d'années, alors que les premiers humains arpentent la Terre. Elle met 1 million d'années pour atteindre l'orbite de Neptune. Ce n'est encore qu'un morceau de glace invisible, enrobé d'une épaisse croûte de poussière sombre. La transformation s'opère lentement. La chaleur du Soleil, bien que réduite, a fait fondre une partie de la glace. Des fissures s'ouvrent et de la poussière et de la vapeur d'eau s'échappent du noyau glacé. Un flot de particules provenant du Soleil, appelé vent solaire, forme une chevelure en soufflant sur cette vapeur d'eau poussiéreuse. En passant devant Jupiter, la queue de la comète s'allonge. Lorsqu'elle devient visible à l'œil nu depuis la Terre, la queue de la comète mesure des millions de kilomètres de long. La comète de Halley poursuivra son orbite autour du Soleil jusqu'à ce que toute sa glace ait fondu. D'après mes calculs, il ne lui reste que 3000 orbites. D'ici 250 millions d'années, la comète de Halley aura disparu. À la place, il ne restera qu'un anneau de poussière. Pendant son orbite solaire, la Terre traverse la queue de plusieurs comètes. Les particules en suspens tombent dans l'atmosphère en brûlant et scintillant. Certaines particules touchent même le sol. Chaque année, des milliers de tonnes de cette poussière cosmique tombent à nos pieds. Nous la touchons, l'avalons et la respirons tous les jours. Cette poussière a peut-être joué un rôle déterminant dans l'histoire de la Terre. Elle serait à l'origine de la vie. Notre planète est née il y a près de 4,6 milliards d'années. Pendant les 700 millions d'années qui suivent, la Terre et la Lune sont bombardées par des pluies d'astéroïdes et de comètes. La Terre est alors un environnement des plus hostiles, où les fragiles ingrédients nécessaires à la vie n'auraient pas pu survivre. Au Muséum d'histoire naturelle de Londres, ce savant cherche à étayer une théorie révolutionnaire. La vie sur Terre aurait éclos grâce aux comètes. Matthew Genge est un expert en poussière cosmique. La poussière cosmique peut survivre à une traversée de l'atmosphère. Les particules les plus lentes ne se consument pas du tout. Elles atteignent donc la surface terrestre où nous pouvons les recueillir et les analyser. Genge étudie la poussière cosmique recueillie dans des environnements non pollués, comme la calotte glaciaire antarctique. Ici, les scientifiques prélèvent des échantillons de poussière cosmique pure, dont l'origine remonte à la formation du système solaire. L'Antarctique est très propre parce que des vents puissants soufflent des pôles.
Quand on fait fondre la glace, on découvre que de nombreuses particules proviennent de l'espace. C'est de la poussière cosmique. Genge examine la structure des particules de poussière à l'aide d'un microscope électronique qui les agrandit 200 000 fois. Selon lui, ces particules datent de milliards d'années. De toute évidence, nombre de ces particules sont d'origine extraterrestre. Elles portent quelques traces d'échauffement atmosphérique. Cette particule-ci a une forme arrondie caractéristique. Elle est enflée parce que des bulles de gaz se sont formées à l'intérieur. Genge a découvert que de nombreuses particules sont riches en composés de carbone, la matière première de la vie. Le carbone contenu dans ces particules est précisément du type requis pour donner un coup de pouce à la vie. Il y a des molécules complexes, comme les acides aminés, qui composent les protéines, ainsi que des bases, des acides et des sucres, qui entrent dans la composition de l'ADN. Il est possible que les prémices de la vie proviennent de l'espace. Des missions spatiales doivent aller recueillir des échantillons de cette précieuse poussière cosmique directement sur une comète. En janvier 2004, la sonde Stardust de la NASA approchera la comète 81P Wild 2. Ce vaisseau est spécialement conçu pour prélever de la poussière dans la queue de la comète et la rapporter sur Terre. Si la poussière cosmique a effectivement semé les germes de la vie sur Terre, un mystère reste entier. Comment ces ingrédients si fragiles ont-ils survécu dans la violence qui régnait alors sur notre planète? Durant sa jeunesse, la Terre était un endroit dangereux, constamment bombardé par des astéroïdes et des radiations. Personne ne sait où et comment la matière brute s'est développée pour former les premières cellules vivantes. David Kring pense avoir trouvé la clé de l'origine de la vie, au fond d'un cratère de météorites. Quand un impact a lieu, il envoie énormément d'énergie dans la croûte terrestre, une énergie qui se manifeste principalement sous forme de chaleur. La chaleur fait circuler l'eau et les autres fluides présents dans la croûte terrestre. Cette circulation crée un système chimique propice à la formation de la vie. C'est le genre d'environnement où les formes de vie les plus primitives auraient vraiment prospéré. Ces sources hydrothermales étaient enfouies dans des fissures profondes, à l'abri des radiations et des bombardements de la surface. Voici un échantillon du fond de l'astroblème de Sudbury, où on voit clairement une veine traverser la roche. Cette veine est le résultat de la circulation des fluides, qui a produit une jolie texture dentelée. Ces systèmes hydrothermaux ont peut-être survécu pendant une période allant de 100 000 à 1 million d'années. La vie a donc eu largement le temps d'y évoluer. Comètes et astéroïdes ont peut-être joué un rôle déterminant dans l'apparition de la vie sur Terre. Mais plus tard, les terribles conséquences des impacts majeurs ont sans doute aussi joué un rôle crucial dans l'évolution de la vie. On en trouve des preuves partout dans le monde. Sur l'île de Suchia, au nord-ouest des côtes américaines, les roches révèlent un événement passionnant de l'histoire de notre planète.
L'astronome Don Brownlee est venu ici avec le géologue Peter Ward pour observer les effets d'un impact majeur sur certaines formes de vie fragiles. Les fossiles nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur l'espace. Trop d'astronomes regardent le ciel, alors qu'ils devraient aussi regarder par terre. Encore un coquillage? Oui, encore une espèce totalement éteinte qu'on ne reverra plus jamais sur Terre. Encore un coquillage. Dans ces strates rocheuses, riches en fossiles marins, de nombreuses espèces ont soudain disparu. C'est la preuve d'une extinction massive. L'eau était profonde? Elle devait faire dans les 15 mètres de profondeur. Parfois, il s'agissait d'une zone de balancement des marées. La faune et la flore y étaient très riches. Ces créatures n'ont pas évolué jusqu'à nos jours. Elles ont été détruites et nous leur avons succédé. Ça n'a pas été progressif. Des projectiles venus de l'espace se sont écrasés sur Terre, détruisant 75% des espèces. Seules quelques espèces ont survécu et ont évolué pour donner celles que nous connaissons. Navré, Peter. Tiens, C'est fantastique. L'impact qui a détruit ces coquillages a eu des conséquences terribles. Il a détruit presque toute vie, à commencer vraisemblablement par celle des dinosaures. Cet impact a eu lieu il y a 65 millions d'années à Chicxulub, dans le golfe du Mexique. Des milliards de tonnes de roches et de poussière sont projetées dans l'atmosphère. Quelques heures plus tard, une pluie d'énormes rochers s'abat sur l'ensemble de la planète. Toute la végétation est ravagée par des incendies. La température augmente de plusieurs centaines de degrés. La fumée et les cendres obstruent la lumière du soleil pendant des années. La température descend brusquement. L'évolution de la vie prend un cours différent. Seules quelques espèces survivent à cet hiver cosmique. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas le seul impact d'astéroïdes qui a eu des conséquences sur l'évolution. Des impacts comparables à Sudbury ou Chicxulub arrivent en moyenne tous les 100 millions d'années. Pendant toute la période où une vie complexe a existé sur Terre, nous savons qu'il a dû se produire 5 ou 6 impacts de cette importance. Comme il y a sans doute eu 5 extinctions massives, nous travaillons à confirmer l'hypothèse d'un lien entre ces événements. On peut dater les fossiles des créatures victimes de ces extinctions de masse d'après leur emplacement dans les strates rocheuses correspondant à une période totale de 50 millions d'années. Si les géologues parvenaient à démontrer que la date de ces extinctions correspond à celle des impacts majeurs, nous aurions la preuve que les astéroïdes et les comètes ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de la vie. L'impact de Chicxulub a eu pour conséquence de balayer les dinosaures, qui ont été remplacés par les mammifères. Heureusement pour nous, parce que c'est ce qui a permis à l'espèce humaine d'évoluer. Le dernier impact remonte à 65 millions d'années. Le prochain pourrait se produire à tout moment. Les astronomes de l'observatoire d'Arecibo continuent de guetter l'espace. Ils scrutent le ciel pour en savoir plus sur ces tueurs invisibles.
Le radar est le seul instrument permettant de connaître leur orbite et leur taille. Ce soir, Steve Ostrow espère obtenir les premières images de l'astéroïde KW4, un nouveau monde qui vient d'être découvert. Nous émettons pendant un peu plus d'une minute et 30 secondes plus tard, nous recevons les premiers échos pendant le même laps de temps. Nous émettons et transmettons ainsi toute la nuit pour amplifier l'écho et obtenir des images de l'objet. À minuit 5, Ostrow et son équipe reçoivent le premier écho. À présent, il faut décoder les données. À 2 heures du matin, les premières images de KW4 commencent à apparaître. Nous voyons un gros objet en rotation très rapide et un deuxième objet plus petit en rotation beaucoup plus lente. Ils sont en orbite l'un autour de l'autre. C'est un système binaire. Un résultat étonnant. Steve Ostrow a découvert 2 nouveaux mondes. Le plus grand mesure plus d'1 kilomètre de long et il se trouve à moins de 5 millions de kilomètres de la Terre, soit 12 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Quand quelque chose apparaît sur l'écran de l'ordinateur, c'est un moment très émouvant. Parce que nous savons que ces objets risquent de jouer un grand rôle pour l'avenir de l'humanité. De nombreux spécialistes pensent que les astéroïdes sont la clé de l'exploration spatiale. Des communautés de robots pourraient y être envoyées pour exploiter leurs ressources minières. Des colonies humaines pourraient peut-être suivre. Ostrow pense avoir trouvé plusieurs astéroïdes susceptibles d'être colonisés. Les ressources naturelles de ces objets sont une raison suffisante pour les explorer, en particulier les minéraux qui les composent, les métaux. Le problème reste l'eau. Sans eau, on ne peut pas envoyer des hommes dans l'espace. Sur ces astéroïdes voyageant à travers l'espace, les colonies humaines feraient une grande traversée du système solaire. Il y a des millions d'endroits comme celui-ci qui attendent qu'on les explore. Ils attendent patiemment, mais pas tant que ça. Quelque part dans le ciel, il y a un objet en route pour une collision avec la Terre. Reste à savoir quand. Lorsque nous découvrirons qu'un astéroïde ou une comète se dirige vers la Terre, serons-nous prêts à réagir? Pourrons-nous éviter une collision? Nous devrons nous défendre vite, car nous n'aurons pas de deuxième chance.